Bonjour, bienvenue dans notre émission du 27 février 2025. Donc, dans notre émission, remettons les pendules à l'heure, car nous allons faire un petit peu un tour des tous les gros enjeux qui se posent à l'humanité et aux Français, évidemment, en 2025, avec un pays effectivement qui est très endetté. Mais nous allons face à des situations qui sont difficilement gérables, que ce soit au niveau national qu'international. Et malheureusement, nous focalisons toujours sur les mêmes drames, hein. C'est-à-dire, on en est encore à avoir une masse de l'humanité importante, puis c'est celle qui malheureusement se reproduit le plus, qui a encore un aspect bestial, quand on voit, par exemple, on a vu ce massacre qu'il y a eu, donc là qu'on enterre ces enfants israéliens victimes du Hamas. Et ça pour un enjeu d'un territoire grand comme Chouar-Vapier. Donc ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet de cette vidéo. On va voir justement les problèmes qui vont se poser à l'échelle planétaire. Bon, alors, donc déjà, alors je vous recommande donc la une donc du journal là, Le Point, qui était du 16 janvier 2025, le numéro 2738. Ils veulent déstabiliser la France, les réseaux du régime algérien, enquête sur les méthodes du président Tebboune, hein, qui accuse encore la France donc d'être un pays dominateur qui massacre les Algériens, toujours dans les mêmes histoires, la colonisation mère de tous les maux. Et d'un autre côté, ce monsieur qui donne des leçons de démocratie, eh bien, on va voir quelque chose qui est pas mal. Mais ça, hein, donc, on a chez lui des Algériens donc, qui massacrent des Français au couteau. Il nous donne des leçons, hein, et il se croit toujours maître par l'intermédiaire là donc de ces leaders, de ces influenceurs là, de réseaux sociaux qu'on voulait expulser. Il considère donc un petit peu comme le président Erdogan là, turc, hein. Je vous rappelle, il y a quelques années, qui avait fait le tour des mosquées en disant: vous restez turc, vous ne vous intégrez pas au pays, et si on cherche des noix à la Turquie, eh bien vous agissez. Et il avait menacé en disant qu'il avait des cellules dormantes, en somme, un peu partout dans toute l'Europe. Eh bien, le président Tebboune, c'est la même logique. C'est la logique frériste des islamistes. C'est la logique, en fait, de façon même plus ancienne, qui oppose les sédentaires, et c'est là où est le malentendu, des peuples nomades. Le peuple nomade, il n'est pas lié à un territoire, il est lié au sien, que ce soit la famille de sang, un lien tribal initialement, comme les tribus arabes. Alors attention, hein, je constate bien que vous avez par exemple en Arabie Saoudite un homme qui a une ambition justement très de pays sédentaire qui veut avancer, donc on a vraiment une évolution de mentalité en Arabie Saoudite. Mais à côté de ça, vous avez d'autres régimes, et c'est pour ça qu'ils s'encroutent dans le Moyen-Âge, alors qu'ils avaient tous les éléments pour une dynamique d'État moderne. Ça vient dans la mentalité du peuple sédentaire, solidarité donc
de race, ou bien solidarité de l'islam, une espèce de fraternité, d'un père spirituel, un peu parallèle en fait du judaïsme primitif de Moïse qui mène tout le monde à la conquête, avec un père commun, un père spirituel qui permet d'unir les tribus. On est dans cette mentalité-là, contrairement au sédentaire qui, lui, va prêcher l'union des individus, c'est le christianisme, l'union de tous, la paix pour ceux qui partagent un même territoire. Et c'est là la différence. Et c'est là la naissance de tous les problèmes lorsque vous accueillez dans votre pays des individus que vous imaginez que vous allez en faire des sédentaires, alors que ce n'est pas dans leur idéologie ni dans le spirituel. Voilà. Alors, on va faire un petit tour pour vous montrer monsieur qui donne les leçons de démocratie, lui, ce qu'il fait. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez l'Algérie, et puis, alors évidemment, hein, les berbérophones, c'est beaucoup plus important. Il y a la petite Kabylie, la grande Kabylie. Mais enfin, il y aurait cette région-là, il y aurait des velléités, en somme, indépendantistes. Il y a eu déjà, depuis 1962, on vous dit, en Kabylie a enduré une répression depuis 1962. Ils étaient pour l'indépendance vis-à-vis des Français, mais ils croyaient avoir leur indépendance tout court. Et ils se sont bien fait avoir. Donc on a eu déjà, vous savez, des poètes qui étaient très populaires, qui avaient été assassinés. Il y a eu des périodes avec des répressions très dures de la part du pouvoir âgé. Et je vais vous montrer autre chose. Voilà. Ferhat Meheni, fondateur du mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, réfugié en France, a dénoncé ce mardi les activités des services de renseignement algériens en France, affirmant qu'il serait à l'origine de certains attentats dans l'Hexagone. Voilà. Et donc cet homme-là a été protégé d'un attentat. On savait qu'il menaçait d'un attentat. Et comme il était protégé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son fils, pourtant en France, donc c'est vraiment une insulte à la France qui a été faite, qui a été assassiné sous couvert d'une bagarre, mais pour son père, c'est un assassinat politique de la part des services algériens. Voilà. Voilà ce qu'il en dit. Maintenant, j'en sais rien, mais on peut tout de même avoir des doutes quand on voit l'attitude et les paroles tenues par le président Tebboune. Alors, ensuite, on continue. Donc, la banquise arctique pourrait disparaître d'ici 2035. Alors, vous me dites, on saute du coq à l'âne. Mais ce que je voulais dire, pas du tout. Parce que précisément, c'est tout de même ahurissant qu'on entende que les accords de mai 68 pourraient être mis en question si l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants qui sont expulsés. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ces accords, immédiatement, doivent être stoppés parce qu'il n'y a aucune raison de privilégier des réfugiés du Sud. Ah, la décolonisation, ça date d'il y a longtemps. Surtout qu'initialement, c'était prévu, soi-disant, pour faciliter le retour des pieds noirs qui pourraient avoir envie de revenir en France comme ça, tranquillement, avec les accords d'Évian, qui, eux, encore, n'ont pas été respectés non plus par la partie algérienne, prévoyaient donc de préserver les biens des populations pieds noirs, comment dire,
aussi les Harkis, qui ont été massacrés, et là, bien par le pouvoir algérien. Là, on peut parler de génocide. Et c'est pas d'ailleurs non plus à l'honneur de la France de les avoir ensuite ou parqués en France et pas défendus, abandonnés en Algérie, ça, non. Euh, et si on joue pas de la banquise arctique, eh bien, c'est que la logique voudrait que faire précisément, on ferme les frontières au sud, qui nous apportent que des problèmes, et qu'on se prépare justement. On a déjà eu avec la guerre d'Ukraine, donc l'instabilité de l'Europe, des réfugiés de l'Est, il n'y a aucune raison de privilégier le Sud, hein. Et là, on risque d'avoir des voisins proches, parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas très loin de la mer du Nord, nous avons la Manche, au-dessus c'est la mer du Nord, et les Pays-Bas, par exemple, sont directement menacés par la montée des eaux qui est évidemment liée à la fonte de la banquise arctique. Donc, il faut tout de même, ce serait ahurissant, que parce qu'on garde des assassins, des islamistes en France, on ne puisse pas avoir un devoir de solidarité avec des populations qui risquent de se retrouver, enfin, qui sont déjà sous les eaux, puisque les 2 tiers du territoire des Pays-Bas est en dessous du niveau de la mer. Et il n'y aurait certainement pas que les Pays-Bas. Hein, la mer du Nord, est une mer très impétueuse qui serait impactée par cette montée des eaux. Donc on va regarder d'un peu plus près ce problème. Alors on vous dit là par exemple 2 barrages géants pour fermer la mer du Nord et protéger des millions d'Européens. Alors ils veulent en construire un, je crois, au niveau de la Manche entre... Attendez, on va revoir ça un peu plus précisément. Mais bon, c'est des projets, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, hein. Hein, donc on va lire ensemble. Pour protéger les riverains de la mer du Nord de la montée des eaux, 2 scientifiques proposent de construire des barrages géants entre la France et l'Angleterre et entre l'Écosse et la Norvège. Oui, 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 un peu, carrément un barrage pour faire barrage à la mer du Nord. Alors qu'on a déjà une digue immense, mais immense, d'une hauteur qui ne devrait pas tenir, on pense, au-delà de 2050, qui protège tout de même les 2 tiers des territoires des Pays-Bas. On est déjà au summum euh, de, de- de ce qu'on peut faire au niveau technologie dans ce domaine des digues, hein, de ces 2 digues immenses là qui ferment les eaux de la mer du Nord. Mais cette digue tient pour l'instant et pas pour une montée des eaux encore plus importante, hein. Donc on est vraiment dans un problème crucial immédiat dont on ferait bien se soucier. Alors, le problème, c'est quand vous avez une digue, ça vous protège, mais que quand la digue cède, hein, s'il y a un problème, c'est pire que s'il n'y en avait pas. Parce que là, vous avez carrément les chutes du Niagara, hein, qui vont vous inonder et tout en peu de temps, et avant que les gens aient le temps de dire ouf. Et là, mais c'est des millions de morts, hein, qu'on aura. Vous avez tous les fleuves qui vont être bloqués, ça va inonder. Bon, ce qui s'est passé, ça s'est déjà passé. Ça a été la mer, avant la mer Noire, c'était un lac à cet endroit-là, qui était fermé par la barrière du Bosphore. Cette barrière s'est ouverte et vous avez eu la formation de la mer Noire par la rentrée justement de ces eaux qui venaient de la Méditerranée, là, par ce canal, qui ont envahi toute la région. Et à un moment donné, ça allait jusqu'à la Caspienne. Petit à petit, bon, le niveau est redescendu. Vous doutez bien qu'il y a dû y avoir quand même sacrés dégâts et que ça a certainement alimenté notamment aussi un récit du déluge. Donc là, on pourrait avoir un autre déluge du même genre, du style mer Noire. Donc reprenons notre histoire là de barrage géant. Pour protéger 25 millions d'Européens de la montée du niveau des eaux, les 2 barrages feraient respectivement 160 et 475 km.
Le Guardian a publié une carte représentant le tracé théorique des deux barrages. Cela peut sembler un peu délirant, mais donc c'est un très sérieux océanographe donc, de l'Institut royal des Pays-Bas. Son nom est, vous le lisez, imprononçable. Hein, pour la recherche marine, tout comme Joachim hein, du Centre Geomar des recherches de la. Il estime qu'il s'agit d'une solution possible, techniquement comme économiquement. La profondeur de la mer du Nord entre la France et l'Angleterre dépasse rarement 100 mètres et entre l'Écosse et la Norvège, en moyenne 125 mètres, maximum 320, au large de la Norvège. Il parle aussi de projets de villes flottantes. Donc tout ça, hein, ça dénite une économie très forte, des investissements technologiques importants, et on ne sait pas trop quand même ce que ça va donner. Hein. Et on a quand même des dates un peu butoirs. Hein. 2050, c'est quand même qu'une génération. On peut tout de même s'attendre à ce que la solution, hein, ça va être de ceux qui ne seront pas noyés, ça va être des migrations importantes qui nous viendront du Nord. Donc ça, il faut peut-être l'anticiper hein, et commencer par fermer les vannes du Sud. Alors là, vous voyez, les matières premières présentes dans le sous-sol ukrainien convoitées par les États-Unis. Tiens donc. Et elles vont être aussi convoitées, je pense que ça a peut-être joué un rôle aussi dans la politique de Poutine, hein, parce que vous voyez, à partir du Donbass aussi, c'est une région où il y a des terres rares. Or, l'Ukraine, c'est une région aussi agricole, c'est une région riche, c'est une belle région européenne, et les terres rares, eh bien, ça détruit toute une région. Alors, moi, j'ai pitié de ces Ukrainiens qui sont morts au combat pour défendre leur pays et qui maintenant, un peu qui risquent d'être la proie de rapaces. Alors, euh, évidemment, moi, je pense que le problème des terres rares, des problèmes énergétiques, il faut, c'est source de guerre, de conflit, et ça doit être géré, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, au niveau international, par des sociétés multinationales avec des actionnaires, en somme, qui tiendraient compte, par exemple pour ce qui est des mers, des côtes, des populations, etc. Ça doit être une gestion en dehors. Alors, on va vous opposer l'intérêt égoïste des nations. Mais justement, l'intérêt égoïste des nations, c'est aussi ce qui mène à des guerres. C'est aussi ce qui a provoqué l'effondrement des puissances européennes. Rappelons-nous, l'intérêt égoïste des nations, eh c'est exactement ce que prenait le fascisme. Donc, moi, l'intérêt bien compris des nations, c'est protéger son identité, protéger au niveau de l'immigration, hein, la sécurité intérieure comme extérieure, mais l'intérêt bien compris des nations, ça passe aussi par le sens de la solidarité et du partage au niveau international, parce que c'est précisément ça qui fait que dans une vision qui dépasse les frontières, vous avez par exemple, on dit dans le christianisme qui s'est répandu, c'est la disparition quand même du cannibalisme, de l'esclavage en partie, ça a commencé par ça, la remise en question de l'esclavage, même si on va vous dire que vous aviez des peuples chrétiens qui ont justement pratiqué l'esclavage. Ils avaient interdit par exemple l'esclavage des Indiens, tout ça, progressivement, c'est quand même ça qui a interrogé, alors qu'on en fait tout un foin, alors que l'esclavage était considéré comme quelque chose de normal, y compris d'ailleurs par la suite par l'islam. Hein. Donc, il faut l'intérêt des nations aussi, ça doit être par développer une économie locale parce que la pollution, c'est essentiellement
le transport international, qu'il soit maritime, avec les gros, je sais plus comment on appelle ça, là, les gros cargos, là, les immenses, oh, m'échappe, ou les cargos par avion, hein. Donc c'est là la pollution. Donc il faut une économie, évidemment, de plus locale, plus d'indépendance. Et c'est par exemple un esprit qui va contre l'esprit du Mercantour, par exemple. Hein, pas de monoculture, etc. Donc c'est là la vraie remise en question, c'est vrai, là le vrai travail écologique qui doit être fait. Et je vous rappelle, la fonte des banquets, c'est le problème que vous avez le méthane qui est libéré dans la fonte du pergélisol actuellement, libéré par les fonds marins du fait du réchauffement, et qu'il a un pouvoir d'effet de serre qui est bien, 25 fois, je crois, bien plus puissant que celui du CO2. Et c'est ça qui est important, parce que le CO2, ça a été un peu comme l'embrayage d'une voiture, et maintenant la machine est lancée. Plus vous avez du méthane qui est libéré, plus vous avez du réchauffement, plus vous avez du réchauffement, plus pouvez avoir du méthane et de nouveau qui est libéré, etc., jusqu'à ce qu'on ait une dilatation thermique des océans qui favorise les séismes. Et un jour, on aura un gros séisme et peut-être un hiver volcanique. Du coup, refroidira l'atmosphère et arrêtera tout ça, nouveau cycle. Mais ça sera une catastrophe. Ça sera, si vous avez une caldeira, que ce soit celle de Naples ou la caldeira de Yellowstone, c'est tout l'hémisphère nord qui est impacté, donc il nous faudrait faire des provisions céréales, etc. Donc, l'intérêt bien compris des nations, ben, c'est la solidarité, c'est s'organiser pour le partage des terres rares et des ressources énergétiques. Et évidemment, je ne pense pas qu'il soit très intelligent, comme en France, bon, de tout axer sur les voitures électriques, qui sont plus lourdes. On ne sait déjà pas comment arriver comment dire, à assumer déjà nos besoins électriques actuels. Qu'a-t-on besoin de les augmenter par les voitures électriques? Non, la vraie solution déjà, comme il y en a certains qui l'ont dit, c'est ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, l'Inde par exemple. Hein. Donc il faut vraiment axer sur les transports en commun, axer, parce que c'est les seules énergies qu'on peut vraiment économiser, c'est celles qu'on ne consomme pas. Donc, le contrôle démographique au niveau de l'échelle mondiale. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'ahurissant. Hein, quand vous voyez, par exemple, certains peuplades, peut-être notamment du fait de l'esclavage, les populations d'Afrique noire qui sont ensuite allées en Amérique, en Europe, etc., qui continuent leur immigration et qui ont une très forte natalité. Et d'un autre côté, vous avez les populations d'origine européenne et même occidentale qui disparaissent. Or, c'est elles, justement, il y a un peu, si vous voulez, un apprentissage qui se fait suivant le niveau civilisationnel que vous atteignez. Et les populations occidentales, c'est elles qui ont continu, surtout, qui ont supporté le poids sur leur sol de 2 guerres mondiales. Et c'est pas pour rien que vous avez justement, même en 14, l'apparition des témoins de Jéhovah, persuadés de la fin du monde. Cette idée de fin du monde a été liée à la guerre de 14 tellement qu'elle était monstrueuse. Et ensuite, on a eu la guerre avec cette notion de génocide pour les Juifs, pour les Roms, et puis de massacre. Enfin, il faut se remettre dans la période pour voir euh, l'importance de la calamité de là. Donc, on a eu cette notion de fin du monde. Donc, c'est pour ça que l'Occident s'en soucie et que d'autres pays, effectivement, ne s'en soucient pas. Ils sont dans une dynamique de conquête, dans une dynamique donc de forte démographie, puisque ça va avec l'esprit de conquête. Donc, je n'ai pas le temps de trop détailler là-dessus, mais on va voir quelques chiffres sur ce sujet. Alors,
Voilà, bon, bah, c'est parfait, on a tout. Donc, vous voyez, alors attendez, donc 1960, on était autour de 3 millions, je crois à peu près 3 millions d'individus, hein. Et puis, on arrive donc en 2025, là, à 8 milliards. Donc, on passe de 3 milliards à 8 milliards. Ensuite, vous avez les chiffres par pays, les 20 pays les plus peuplés du monde. Alors, attention, l'Inde, 1,428 milliard. Mais l'Inde n'est pas un pays, l'Inde est un sous-continent et elle comprend en fait une fédération d'une multitude d'États. Donc on ne peut pas comparer l'Inde comme pays au Nigeria, je regrette. Le Nigeria, lui, est un État, hein, qui avait faiblement peuplé, et vous voyez, il en est à 214 millions. Donc, là, on va avec un chiffre incroyable dans les années qui vont venir. Donc c'est là vraiment qu'il faut, Pakistan idem, il faut que les pays qui sont capables de contrôler leur démographie, c'est-à-dire la Chine, les pays européens, en Amérique, tous ceux qui ont fait cet effort-là, eh bien, il faut précisément qu'ils voient que leur intérêt commun est de convaincre les autres pays natalistes de contrôler leur population parce que eux aussi en auront les répercussions, soit par une guerre, hein, à cause des problèmes des richesses, hein, soit ben, il y aura des manques, hein. Alors, je vais vous redire, 1,428 milliard l'Inde, la Chine, 1,425 milliard, pratiquement 426, les USA, 337 millions, l'Indonésie, 273,8 millions, le Pakistan, 231,4 millions, le Nigeria, 214,3 millions, le Brésil, 213,4 millions, et le Bangladesh. Mais le Bangladesh, il faut voir que c'est un tout petit pays qui est à moitié noyé sous les eaux. Et lui, il n'a pas les moyens d'aller faire des villes artificielles. 169,4 millions. Alors là, c'est hallucinant. On a des villes qui s'enfoncent du fait que les sous-sols sont détrempés par la mer. Donc c'est sûr, le Bangladesh, il va finir sous les eaux. À un moment donné, c'est 169,4 millions. Je rappelle aussi le problème du Japon, hein, avec les problèmes sismiques. Le Japon qui risque lui aussi de passer sous les eaux. Donc, on voit qu'il y a vraiment des problèmes, des gestions qui doivent se faire au niveau, comment dire, international, par exemple, avec le problème de la montée des eaux en mer du Nord. Ça va concerner tous les pays d'Europe du Nord. Alors, on en vient donc à une nécessité de nouveau de s'organiser au niveau, comment dire, oh, je vais y arriver, au niveau mondial. L'ONU, c'est devenu une vaste fumisterie, une vaste blague. Il faut que les pays il faut rediviser notre planète en grandes zones, euh, comment dire, en grandes régions planétaires. Donc là, vous voyez, il y avait un trait qui correspondait. Là vous avez l'Amérique du Nord, de l'autre côté, il y a la Russie, Groenland, tout ça. Vous avez tout ce qui concerne le cercle arctique, avec la fonte de la banquise, qui va découvrir des richesses minières ou je ne sais quoi. Et donc, cette entente nécessaire, cette organisation qu'il faut prévoir en fonction des côtes des pays concernés et en fonction aussi des populations vivant le long des côtes. On peut avoir évidemment, dans les régions concernées, on a toute l'Amérique du Nord et même jusqu'à l'Amérique du Sud, parce que si les États-Unis développaient les chemins de fer, eh bien là, on a un continuum par les terres. Donc c'est ça, et le chemin de fer, qui est le plus intéressant au niveau pollution, au niveau écologie. Bien, alors on va voir d'autres
Quel parcours? Oh bah d'accord. Alors du coup, je ne sais pas si vous voyez tout. Donc vous voyez, là, on a un premier grand trait bleu, hein, qui concerne donc Union Arctique, mer du Nord, tous ces pays qui sont donc concernés, y compris on a les Pays-Bas, tout ça, hein, par le problème de la montée des eaux, et qui donc devraient bénéficier aussi des richesses minières de cette région si elles font des neiges pour pouvoir justement peut-être mettre à des projets qui permettent de les protéger. Vous avez l'Union continentale, hein, où là aussi, eh bien, il y a des gestions de crise, des gestions à la fois économiques, écologiques qui doivent être prises en compte. Et ensuite, vous avez donc l'Union méditerranéenne, qui elle aussi est une autre région planétaire, qui a ses problèmes particuliers, avec notamment cette fameuse caldeira. Donc il faut bien comprendre qu'on est tous liés. Je vais revenir. Il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas se contenter uniquement d'une politique égoïste des nations, parce que ça revient à revenir à l'instinct uniquement des mammifères. Or, ce qui nous a fait tout de même, alors on critique beaucoup la colonisation, hein, il y a eu de la brutalité, de la violence, tout ça, mais n'empêche, c'est tout ce qui vous a fait passer des idées qui vous permettent de pouvoir vous organiser au niveau civilisationnel avec une population qui n'a cessé d'augmenter et d'être toujours là. Nous sommes confrontés à un défi démographique et on ne pourra pas y arriver si on n'a pas une gestion de l'énergie, des ressources minières et de la démographie prise en compte au niveau international. Ensuite, alors bon, vous voyez, ça, je comprends de la guerre au Yémen, on dit date, bon bref, c'est pas pour l'article que je vous ai montré ça, mais vous voyez, les gamins, déjà avec l'arme à feu. Alors, on a pleuré sur le Yémen avec ses enfants qui meurent de faim, hein, et à côté de ça, bon, ils vont vous envoyer des missiles jusqu'en Israël. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est le problème. Des pays qui vont avoir un développement, qui vont bénéficier de développement technologique qu'ils n'ont pas été capables d'acquérir, d'ailleurs, c'était un achat, euh, et qui sont par contre capables de fournir une quantité monstrueuse de soldats. Donc, il y a vraiment un problème parce que démographiquement, c'est les populations les plus primitives, je regrette, qui se développent le plus, incapables de contrôler leur démographie et qui ne veulent pas la contrôler parce qu'ils sont dans une autre période de l'histoire, celle que les pays occidentaux avaient peut-être avant encore en 1914, avec ses rivalités pour la colonisation, ils sont exactement dans cette dynamique. Et c'est là, justement, que les pays qui n'y sont pas, les États-Unis, l'Europe, la Chine, hein, la Russie ferait bien de réfléchir aussi, hein, eh bien, ils doivent justement réfléchir quelle politique peut être mettre en œuvre pour faciliter, comment dire, le niveau intellectuel, augmenter le niveau intellectuel,
la, de la jeunesse, hein, pour qu'ils aient une compréhension des problèmes planétaires qui vont se jouer quels sont ceux de leur génération, hein, et ça peut se faire que si on a une augmentation du nombre d'adultes et une diminution du nombre d'enfants. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vraiment là, au niveau international, il y a des politiques d'entraide, de deal, comme dirait M. Trump, qui doivent être faites. Alors, je regarde si on n'a rien manqué. Ah, voilà, on y arrive. Alors là, vous voyez, cela fait à peine 65 ans que l'homme s'y rend, mais l'espace est déjà une poubelle, pièces de fusée, vieux satellites inactifs, bouts de métal, etc. Donc ça aussi, c'est un problème immédiat. Vous savez qu'on est très dépendant de tout ce qui est satellite, mais il y a tellement de bordel là-haut qu'on risque un jour d'avoir des satellites détruits parce qu'il y aura un trop grand nombre de déchets. Donc ça devient une urgence et non pas le fait de les planter un drapeau sur Mars. Il faut bien se dire que Mars, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Je suis tout à fait pour, d'abord, dans un premier temps, comme disent d'ailleurs les scientifiques, parce que c'est extrêmement dangereux, d'y aller avec une robotisation, parce que les robots, je pense que déjà, on n'a pas les problèmes liés à la fragilité humaine. On irait certainement beaucoup plus vite pour essayer d'en faire quelque chose peut-être d'un jour habitable, peut-être avoir certains éléments, mais c'est aussi au niveau de la Lune. Si on pouvait arriver à faire une station lunaire où on puisse récupérer des météorites, récupérer des éléments rares au lieu de massacrer notre belle planète bleue, parce que notre planète, eh bien, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui, pour l'instant, peut nous faire vivre. Il n'y en a qu'une qui est aussi belle. Mars, peut-être qu'on pourra y survivre un jour, hein. Mais pour l'instant, il nous faut sauver notre belle planète. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, hein. Évidemment, au niveau spatial, il y a des enjeux. Et le plus grand enjeu, il faut d'abord, au niveau des déserts, essayer de gagner des terres, essayer de dépolluer un peu l'environnement spatial proche de la Terre, continuer effectivement, que ce soit en direction de Vénus ou Mars, des tentatives robotiques de colonisation, d'études, etc. Et puis voir, oui, tout ce qu'on peut faire, justement, si on a une station lunaire, peut-être développer là-bas des moteurs, qu'on pourrait avoir des moteurs nucléaires qui partiraient donc de la Lune. Évidemment, il y a des projets qui doivent être faits, mais ces projets, ils ne doivent pas être faits en gaspillant des quantités énormes d'énergie pour des vols commerciaux, pour fanfaronner avec un drapeau là-bas sur Mars, etc. Là encore, on est obligé d'aller vers une entente internationale, vers des projets spatiaux globaux. Parce que c'est la seule façon de ne pas polluer autant, de ne pas faire autant de gaspillage, hein, d'envoyer, c'est comme pour, on avait les pipelines, deux pipelines pour des raisons politiques qui se rivalisent, des fusées qui font la même chose et qui n'apportent rien l'une par rapport à l'autre. Il faut vraiment des projets qui soient faits au niveau international par des sociétés internationales. Voilà. Et ça, c'est un travail, justement, eh bien, on devrait avoir des sociétés, par exemple, les pays qui veulent avoir une politique spatiale, eh bien, qui se mettent en actionnariat ensemble. Donc, on pourrait avoir des régions planétaires, comme je vous ai montré tout à l'heure, et aussi au niveau international, que ce soit pour d'ailleurs la sécurité vis-à-vis du terrorisme ou vis-à-vis du spatial et notamment la dépollution. Bonne soirée à tous.